2 millions de soldats indiens ont combattu sous drapeau britannique pendant la Première Guerre mondiale. 1 milliard de personnes ont cessé de travailler le même jour sur ordre d'un seul homme. Et cet homme pesait moins de 50 kilos, ne portait qu'un simple pagne de coton blanc et n'avait jamais tenu d'arme de sa vie. Qui était-il vraiment? Un saint, un politique, ou quelque chose que le monde n'avait pas encore de mots pour désigner? Bienvenue dans Histoire de légende. Je suis Étienne Beaumont et aujourd'hui nous parlons de Mohandas Karamchand Gandhi. Pour comprendre cet homme, il faut d'abord comprendre la terre qu'il a formée, une civilisation millénaire réduite au silence par une puissance étrangère. Une femme se tient immobile dans la cour intérieure d'une maison de fonctionnaires, les yeux levés vers un ciel uniformément gris. La mousson a recouvert le Gujarat d'un voile épais depuis des semaines. Pas une trouée de lumière, pas la moindre échancrure dans les nuages. Autour d'elle, ses enfants sont assis en cercle sur le sol de terre battue, silencieux, les regards tournés vers le même ciel opaque. Ils attendent que le soleil se montre. Car leur mère a fait un vœu, elle ne mangera rien avant d'avoir vu le soleil de ses propres yeux. Et le soleil refuse de paraître. Cette scène se répète jour après jour. Les enfants relèvent tour à tour la tête, scrutent les nuages, espèrent une percée. Parmi eux se trouve un garçon maigre et attentif, qui observe sa mère avec une intensité particulière. Il ne comprend pas encore tout à fait ce qu'est la foi, mais il comprend quelque chose d'essentiel, que le corps peut être soumis à la volonté, que la chair peut être tenue en lisière par une force intérieure. Ce garçon s'appelle Mohandas. Il a peut-être 7 ou 8 ans, et cette image ne le quittera plus jamais. La question qui naît de cette scène est simple en apparence. Qu'apprend-on d'une telle mère? La résignation ou la force? L'automutilation ou la discipline? Ce sont précisément ces deux lectures opposées qui traverseront toute la vie de Gandhi et que ceux qui l'ont aimé et ceux qui l'ont critiqué n'ont jamais cessé de débattre. L'Inde, dans laquelle Mohandas Gandhi naît en 1869, n'est pas une nation au sens ordinaire du terme. C'est un continent fragmenté en une multitude de principautés, de royaumes et de territoires qui partagent une seule caractéristique fondamentale. Ils sont tous, à des degrés divers, sous la coupe de la couronne britannique. La forme de cette domination varie selon les régions. Dans certains territoires, les Britanniques gouvernent directement. Dans d'autres, ils maintiennent en place des souverains locaux, des rajas, des nawabs, des maharajas, qui conservent leurs palais, leurs harems, leurs fêtes somptueuses et leur étiquette de cour, mais qui ont remis le pouvoir réel entre les mains d'un conseiller britannique résidant à demeure. Ces souverains sont des façades confortables. Ils donnent l'illusion d'une continuité indienne, tandis que les décisions économiques, militaires et politiques se prennent à Londres. La famille Gandhi appartient à cette Inde des fonctionnaires indigènes. Le grand-père et le père de Mohandas ont tous deux occupé des postes de ministres au service de petites principautés du Kathiawar, une péninsule aride et chaude baignée par la mer d'Arabie, à l'extrémité occidentale du sous-continent. La caste des Gandhi, les Banyas, est traditionnellement associée au commerce et à la gestion des affaires financières. Jadis épiciers, les Banyas ont progressivement évolué vers des fonctions d'administrateurs et de conseillers. Ce sont des gens respectables, installés, reconnus dans leur milieu, mais ils ne sont pas riches, loin de là. Quand Mohandas partira étudier en Angleterre, la famille devra s'endetter et solliciter l'aide de proches pour financer le voyage. Son père, Karamchand Gandhi, est un homme que les sources contemporaines décrivent volontiers comme un gourmet et un épicurien. Il aime les bons repas, les musiciens, les fêtes bruyantes. Il a été marié 3 fois, les 2 premières épouses sont mortes, et sa dernière union a eu lieu alors qu'il avait déjà largement dépassé la quarantaine. C'est de cette dernière femme, Putli Bai, qu'est né Mohandas. La mère et le père de Gandhi forment un couple de contrastes saisissants, presque symboliques. D'un côté, un homme tourné vers les plaisirs du monde. De l'autre, une femme d'une piété absolue, qui jeûne régulièrement, qui ne peut pas même concevoir de prendre un repas sans avoir accompli sa prière, et qui s'impose des austérités avec une rigueur que Gandhi lui-même, dans ses mémoires, ne peut qu'admirer en même temps qu'elle l'inquiète. Cette dualité constitue le premier paysage intérieur de l'enfant. Il grandit entre 2 polarités, le goût de la vie d'un côté,
la mortification du corps de l'autre, et toute son existence consistera à chercher un équilibre entre ces deux forces, sans jamais vraiment y parvenir. Mais l'Inde que traverse cette famille n'est pas seulement un décor, elle est une blessure ouverte. Et pour comprendre ce que Gandhi deviendra, il faut mesurer l'ampleur de cette blessure. 12 ans avant la naissance de Mohandas, en 1857, l'Inde a été le théâtre d'un soulèvement d'une violence exceptionnelle que les historiens appellent la révolte des Sipahis. Les Sipahis sont des soldats indiens engagés dans l'armée de la Compagnie britannique des Indes orientales, cette structure commerciale colossale qui, depuis le XVIIe siècle, avait progressivement étendu sa mainmise sur le sous-continent au point de supplanter les pouvoirs locaux. La compagnie dispose de ses propres armées, de ses propres tribunaux, de sa propre administration. Elle est, en pratique, un État dans l'État. Un État dont les actionnaires siègent à Londres et dont les intérêts n'ont aucun rapport avec le bien-être des populations qu'elle contrôle. La révolte de 1857 éclate pour une raison qui peut paraître dérisoire, mais qui révèle en réalité toute la profondeur du mépris colonial. Les autorités militaires britanniques dotent leur régiment de Sipahis d'un nouveau fusil, dont les cartouches sont recouvertes d'une graisse animale, de la graisse de vache ou de porc selon les versions. Or, pour charger l'arme, le soldat doit mordre l'extrémité de la cartouche. Pour un hindou, la vache est un animal sacré. Pour un musulman, le porc est une souillure. L'armée britannique a, d'un seul geste, insulté simultanément les deux communautés qui composent l'essentiel de ses troupes indiennes. On peut débattre de l'importance réelle de cet épisode dans le déclenchement de la révolte. Les tensions économiques et sociales s'accumulaient depuis des décennies, mais il reste dans la mémoire collective comme le symbole parfait de l'arrogance coloniale. Non seulement on vous domine, mais on ne juge même pas nécessaire de comprendre qui vous êtes. Le soulèvement qui s'ensuit est d'une brutalité effroyable des deux côtés. Les Sipahis massacrent des Européens, des femmes, des enfants. La répression britannique est impitoyable. Quand l'ordre est rétabli, la Compagnie des Indes orientales est dissoute. La couronne britannique prend directement le contrôle du sous-continent. L'Inde devient officiellement un joyau de l'Empire, selon la formule consacrée. La reine Victoria sera proclamée impératrice des Indes en 1877. Les Rajas et les Nawabs gardent leur trône décoratif. Les conseillers britanniques gardent le pouvoir réel. C'est dans cette Inde-là, traumatisée, affaiblie, humiliée mais non brisée, que naît un garçon dont les deux premières qualités remarquables, selon ses propres souvenirs d'adulte, sont la timidité et l'horreur du mensonge. Il ne ménage pas la peine pour ses devoirs, non par amour de l'école, mais parce que mentir à ses maîtres lui est physiquement insupportable. Quand il lui arrive de voler, une fois, adolescent, il dérobe et revend un bracelet en or appartenant à son frère, la culpabilité le ronge au point qu'il finit par tout avouer à son père par écrit, incapable de prononcer les mots à voix haute. Ce qu'il redoute par-dessus tout n'est pas la punition, c'est la déception dans le regard paternel. Ce père qu'il vénère presque comme une divinité. Cette mère dont la discipline intérieure le fascine et l'effraie. Cette terre colonisée qui apprend à ses enfants, depuis leur plus jeune âge, que leur langue, leurs dieux, leurs coutumes ne comptent pas aux yeux du monde. La scène des enfants assis dans la cour sous le ciel de mousson prend alors une autre dimension. Ce n'est pas seulement l'image d'une femme pieuse et de ses enfants patients. C'est l'image d'une résistance silencieuse, celle d'un corps qui refuse de céder, d'une volonté qui tient bon face à ce qui semble immuable. L'enfant qui regarde sa mère apprend, sans que personne ne le lui dise, que l'obstination tranquille peut avoir raison du monde. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la force. Et c'est peut-être là, dans cette cour poussiéreuse du Kathiawar, que commence une longue et étrange histoire. Un soir de 1885, dans une maison de Rajkot, un jeune homme de 16 ans quitte la chambre de son père malade pour rejoindre sa femme. Karamchand Gandhi est alité depuis des mois, affaibli par les blessures reçues lors d'un accident de voiture survenu pendant les préparatifs d'un mariage collectif, celui de Mohandas et de deux de ses frères, célébrés ensemble pour des raisons d'économie, selon la coutume. Le fils aîné soigne son père chaque soir avec une dévotion que ses proches remarquent. Il masse ses jambes, change ses bandages, reste à son chevet jusqu'à 1 heure avancée de la nuit. Mais ce soir-là, quelque chose le retient ailleurs.
Sa jeune épouse, Kasturbaï, l'attend. Il a 16 ans, il est marié depuis 3 ans, et le désir est plus fort que le devoir. Il n'est absent qu'un moment, mais quand un oncle frappe à la porte pour lui annoncer que son père vient de rendre son dernier souffle, entouré de proches mais sans lui, quelque chose se brise dans la conscience du jeune homme. Cette fissure ne se refermera jamais. Des décennies plus tard, Gandhi évoquera cet épisode dans son autobiographie avec une précision douloureuse, comme si les années n'avaient rien atténué. Il écrira qu'il n'a jamais pu se pardonner d'avoir choisi la chair au moment précis où son père avait le plus besoin de lui. Ce sentiment de culpabilité, ancré dans la nuit la plus sombre de son adolescence, deviendra le moteur obscur de toute son ascèse future. La mort du père transforme la maison en question. Karamchand Gandhi était l'autorité centrale, le pourvoyeur, la figure autour de laquelle s'organisait la vie familiale. Sa disparition laisse une famille sans ressources suffisantes et un fils aîné avec un sentiment d'échec moral qu'aucune prière ne semble pouvoir dissoudre. Mohandas se tourne vers les textes religieux. Il lit le Manusmriti, ce vaste traité indien médiéval qui codifie les obligations morales, les rites et les devoirs de chaque caste. La langue en est difficile, la pensée parfois obscure, mais une idée s'impose à lui avec la netteté d'une évidence. La morale est le fondement de tout acte, et la vérité est le fondement de la morale. Cette formulation, abstraite en apparence, va devenir le fil conducteur de toute son existence. Trouver la vérité, y demeurer fidèle, accepter les conséquences de cet engagement, voilà ce que le jeune Gandhi retient de ses lectures de deuil. La famille, pendant ce temps, réfléchit à l'avenir du garçon. En Inde, la formation d'un juriste demande de nombreuses années et coûte une somme que la famille ne possède pas. Or, un oncle, homme pragmatique, a entendu dire qu'en Angleterre, on peut devenir avocat en 3 ans à peine. Un fils de la famille avec un diplôme de Londres, c'est une distinction, une ouverture, une promesse de carrière au service de l'administration. La décision est prise. Mohandas partira pour l'Angleterre. Mais avant le départ, une formalité s'impose. L'Inde est une société de castes, et la caste des Banyas ne considère pas les voyages en Europe d'un bon œil. Les anciens du groupe se réunissent à Bombay pour statuer sur le cas du jeune homme. Leur verdict est sans appel. L'Angleterre est un lieu de perdition, où l'on mange des vaches, où l'on boit de l'alcool, où les hommes et les femmes se mélangent sans honte. Aucun Banya digne de ce nom ne saurait en revenir sans s'être souillé. Ils interdisent à Mohandas de partir. Gandhi est blessé dans son orgueil. Il a promis à sa mère, avant même cette assemblée, de ne toucher ni à la viande, ni à l'alcool, ni aux femmes. Il a juré sur la foi de ses engagements. Pourquoi ne lui fait-on pas confiance? Il proteste, argumente, affirme que c'est une affaire qui concerne sa famille et non la caste entière. Les anciens ne cèdent pas, ils prononcent son exclusion. Gandhi embarque quand même, en septembre 1888. Il a 19 ans. Le Londres qui l'accueille n'a rien à voir avec l'image qu'il en avait construite. Le froid est d'abord une surprise physique, ce froid humide d'automne anglais qui s'infiltre sous les vêtements indiens et ne lâche plus. La nourriture est le deuxième choc. Gandhi est végétarien par conviction religieuse et par promesse faite à sa mère. Or, les végétariens n'existent pas, pour ainsi dire, dans le Londres de la fin du XIXe siècle. Sa logeuse anglaise cuisine sans viande pour lui accommoder, mais ce qu'elle prépare est d'une tristesse consternante. Des laits d'une bouillie, du pain, des garnitures sans saveur ni épices. Gandhi mange par nécessité, refuse de demander des suppléments par timidité et souffre en silence d'une nostalgie culinaire qui est aussi, profondément, une nostalgie de tout ce qu'il a laissé derrière lui. Car la timidité est sa grande épreuve londonienne. Ce n'est pas une timidité légère, une réserve sociale que le temps dissiperait. C'est une timidité paralysante, viscérale, qui se manifeste avec une cruauté particulière chaque fois qu'il doit parler en public. Un soir, une association d'étudiants indiens l'invite à prendre la parole. Il a préparé son texte, il le connaît par cœur. Il monte à la tribune, ouvre la bouche, et le noir se fait devant ses yeux. Une vague de panique l'envahit.
Ses mots se dissolvent, ses mains tremblent. Il doit s'asseoir sans avoir prononcé une phrase. La même scène se reproduit à plusieurs reprises au cours de ces années londoniennes. Gandhi finit par conclure qu'il est constitutionnellement incapable de parler devant un auditoire et que cette incapacité est définitive. Cette conviction, qui se révélera spectaculairement fausse, dit quelque chose d'important sur l'état intérieur du jeune homme à cette période. Il ne se connaît pas encore. Il n'a pas trouvé sa voie parce qu'il n'a pas encore trouvé sa cause. Un avocat qui plaide pour des honoraires, un étudiant qui expose une dissertation, ces rôles ne correspondent à rien d'essentiel en lui. La parole ne vient que lorsqu'elle est habitée par quelque chose de plus grand que soi. London lui offre néanmoins des rencontres inattendues. C'est dans cette ville, lors d'un dîner d'étudiants, qu'il fait la connaissance d'Elena Petrovna Blavatsky, figure centrale de la philosophie religieuse de l'époque. Cette femme d'une soixantaine d'années, fondatrice de la Société théosophique, écrit des ouvrages sur la théosophie et organise des séances de spiritisme qui passionnent les cercles intellectuels londoniens. Elle s'intéresse au jeune Indien, l'interroge sur l'hindouisme, lui soumet ses propres réflexions sur les religions orientales. Gandhi est déconcerté. Chez lui, en Inde, l'hindouisme est une évidence tellement inscrite dans le quotidien qu'on ne le regarde pas. On le pratique sans le voir, comme on respire. C'est à Londres, sous l'influence de Blavatsky et de son ouvrage intitulé « La clé de la théosophie », que Gandhi commence à considérer sa propre religion comme un objet de pensée, comme une tradition riche et cohérente qu'il convient d'étudier plutôt que de simplement hériter. Les missionnaires chrétiens qui se moquent des superstitions hindoues l'avaient irrité sans lui donner les outils pour répondre. Blavatsky lui donne ces outils. Les études juridiques, elles, avancent sans difficulté majeure. Gandhi est un travailleur régulier et consciencieux. Il lit les manuels de droit romain dans le texte latin original, passe ses examens avec succès et est officiellement inscrit au barreau de la Cour suprême d'Angleterre en 1891. Il rentre en Inde avec un diplôme, une formation solide et une connaissance approfondie de la pensée religieuse comparée. Ce qu'il n'a pas, c'est la moindre expérience pratique du métier d'avocat. Le retour à Bombay est brutal. Gandhi découvre rapidement que le droit indien, qu'il n'a pas étudié, est différent du droit anglais qu'il maîtrise. Les tribunaux locaux, le réseau des relations, les usages non écrits de la profession, tout cela lui est étranger. Sa première affaire se solde par un désastre complet. Appelé à contre-interroger un témoin, il reste muet, incapable de formuler une seule question devant des inconnus. Il remet ses honoraires à son client et quitte la salle d'audience, humilié. Les mois suivants ne sont guère plus encourageants. Il rédige quelques documents juridiques pour des fonctionnaires, gagne de quoi survivre à peine, et comprend que sa scrupuleuse honnêteté, cette incapacité constitutionnelle à défendre une cause qu'il estime injuste, n'est pas exactement la qualité première qu'on attend d'un avocat de la défense dans les cours indiennes de la fin du XIXe siècle. La famille attendait beaucoup de lui. Elle avait investi dans ce voyage à Londres, dans ce diplôme prestigieux, dans cet avenir prometteur. Le fils rentré d'Angleterre ne tient pas ses promesses tacites. Il n'est ni riche, ni influent, ni même fonctionnel dans sa profession. Il est un homme de 22 ans sans emploi stable, rongé par un vieux sentiment de culpabilité et habité par des convictions religieuses que personne autour de lui n'a demandées. C'est dans cet état de parfaite impasse qu'une proposition lui parvient d'Afrique du Sud. Une maison de commerce indienne cherche un consultant juridique pour régler un différend commercial. La mission dure 1 an, la rémunération est correcte. Gandhi accepte. Il n'a rien à perdre. Et l'Inde, pour le moment, ne sait pas quoi faire de lui. Ce que Londres lui a donné, finalement, n'est pas la confiance en soi qu'il espérait trouver. C'est quelque chose de plus fondamental. La capacité de se voir de l'extérieur, de mesurer la distance entre ce qu'il est et ce qu'on attend de lui, et de commencer, très lentement, à chercher une coïncidence entre les deux. La nuit du 7 juin 1893, un homme est assis seul sur un banc de la gare de Pietermaritzburg, dans la colonie britannique du Natal. Dehors, il fait froid. Un froid d'hiver austral que cet homme venu du Kathiawar n'a pas anticipé.
Ses bagages sont restés dans le compartiment de première classe, d'où un contrôleur et un policier viennent de le faire descendre de force, au motif qu'un passager de couleur n'a pas le droit de voyager dans ce wagon, quelle que soit la validité de son billet et le prestige de son diplôme londonien. Il a refusé de bouger. On l'a saisi par le bras, poussé vers la porte, jeté sur le quai avec sa veste. Le train est reparti sans lui. Il reste là, immobile dans l'obscurité et le froid, à considérer ce qui vient de se passer. Son premier réflexe, il le reconnaîtra lui-même dans ses mémoires, est de tout abandonner. Rentrer en Inde au plus vite, fuir ce pays où un homme instruit, honnête, porteur d'un billet en bonne et due forme, peut être traité comme une marchandise encombrante. Ce serait raisonnable, ce serait compréhensible, ce serait en tout cas la réaction naturelle d'un homme qui n'est venu ici que pour 1 an, pour régler un différend commercial, et qui n'avait aucune raison de se mêler des affaires de quiconque. Mais quelque chose l'en empêche. Et c'est ce quelque chose, difficile à nommer, impossible à réduire à une décision rationnelle, qui va changer le cours de l'histoire. Pour comprendre ce qui s'est joué cette nuit-là, il faut mesurer ce qu'était l'Afrique du Sud à la fin du XIXe siècle. Le territoire ne forme pas encore un État unifié. Il est divisé entre plusieurs entités politiques distinctes. Les colonies britanniques du Cap et du Natal d'un côté, les républiques Boer du Transvaal et de l'État libre d'Orange de l'autre. Les Boers sont les descendants de colons néerlandais, huguenots français et allemands qui se sont installés dans la région depuis le XVIIe siècle et qui ont développé leur propre langue, leur propre culture, leur propre conception obstinée de l'indépendance vis-à-vis de Londres. La tension entre Britanniques et Boers est permanente, et elle débouchera quelques années plus tard sur la guerre anglo-boer, un conflit brutal dont Gandhi sera lui-même un témoin actif. Dans ce paysage politique complexe, les Indiens occupent une position particulière. Ils ont commencé à arriver en Afrique du Sud dans les années 1860, recrutés comme main-d'œuvre contractuelle pour les plantations de canne à sucre du Natal. Les conditions initiales de leur engagement ressemblaient à une quasi-servitude. Quand leur contrat expirait, certains repartaient en Inde, mais beaucoup restaient. Ils fondaient des commerces, des familles, des communautés. Ils prospéraient modestement, parfois davantage. Et c'est précisément cette prospérité relative qui avait fini par les rendre indésirables. Ils concurrençaient les commerçants blancs dans les affaires et les travailleurs africains dans les champs. Ni les uns ni les autres ne leur pardonnaient. Des lois avaient été progressivement adoptées pour les contraindre, les surveiller, les décourager de s'établir durablement. Ces lois, Gandhi ne les connaissait pas quand il a débarqué en avril 1893. Personne ne lui avait dit qu'il ne pouvait pas emprunter le trottoir, qu'il lui était interdit de se trouver dans la rue passer 9 heures du soir sans autorisation spéciale, qu'il devrait céder le passage aux passants blancs sur les voies publiques. Il avait pris sa place en première classe, comme il l'avait fait en Angleterre, avec la tranquille assurance d'un homme qui a payé son billet et qui juge cette démarche suffisante. L'Afrique du Sud lui a appris en quelques jours que cette assurance ne valait rien ici. Après l'expulsion du train à Pietermaritzburg, les humiliations continuent. Le lendemain, il monte dans une diligence. Le conducteur lui indique qu'il devra s'asseoir à l'extérieur, à côté du cocher, car l'intérieur est réservé aux passagers blancs. Gandhi refuse. Un homme assis à côté de lui le frappe pour le faire obéir. Quand il arrive enfin à Pretoria, où doit se tenir la mission juridique pour laquelle il a fait le voyage, on lui refuse l'accès à plusieurs hôtels. Il trouve finalement un logement chez un commerçant indien qui lui explique, avec une patience un peu lasse, que tout cela est parfaitement normal ici, que c'est ainsi depuis toujours, que les Indiens ont appris à s'accommoder. Gandhi ne s'accommode pas. Ce n'est pas de la bravoure, pas encore. C'est quelque chose de plus fondamental, une incapacité physique à accepter l'injustice comme un état de fait immuable, une réaction viscérale qui se manifeste avant même que la réflexion politique ait eu le temps de s'organiser. Il comprend dans ses premiers jours sud-africains que ce qu'il ressent n'est pas une humiliation personnelle, c'est l'humiliation d'un peuple entier, systématiquement organisé, juridiquement codifié, quotidiennement appliqué. Il prend une première initiative modeste mais révélatrice. À Pretoria, il convoque une réunion des membres de la communauté indienne locale. Quelques dizaines de personnes se présentent,
des commerçants, des artisans, des employés. Gandhi prend la parole. Et pour la première fois depuis ses humiliantes tentatives londoniennes, la voix ne lui manque pas. Il parle de l'état de la communauté, de la nécessité de maintenir la dignité dans les affaires, de l'importance de dépasser les clivages religieux entre hindous et musulmans pour former un front commun. La salle l'écoute. On l'applaudit. Lui-même est surpris de ce qu'il vient d'accomplir. Il a trouvé, sans le chercher, la condition de sa propre éloquence. Parler non pas pour lui-même, mais pour quelque chose qui le dépasse. La mission juridique pour laquelle il était venu se déroule correctement. Gandhi résout le différend commercial de façon inattendue, non pas en cherchant à écraser l'adversaire, mais en convainquant les deux parties de s'entendre à l'amiable. Il écrira plus tard que cette résolution lui a appris que la vraie fonction du droit n'est pas de désigner un vainqueur, mais de rétablir une relation. C'est une conception de la justice qui lui restera toute sa vie. Son contrat d'1 an touche à sa fin. Il devrait rentrer en Inde. Mais la veille de son départ prévu, un détail dans un journal local retient son attention. Le Parlement du Natal s'apprête à voter une loi privant les Indiens du droit de vote, qu'ils détenaient jusqu'alors de façon limitée mais réelle. Gandhi en parle ce soir-là à son employeur Abdullah, chez qui il est invité à dîner pour les adieux. La nouvelle met la table en émoi. Les convives s'indignent, s'agitent, ne savent que faire. Gandhi dit qu'il pourrait rester encore quelques mois pour organiser la résistance, si la communauté est prête à s'engager. La communauté est prête, et Gandhi reste. Ce moment mérite qu'on s'y arrête. Rien ne l'y oblige. Il n'est pas natif d'Afrique du Sud, il n'a aucun ancrage personnel dans ce pays. Sa famille est en Inde, sa carrière, aussi hésitante soit-elle, est en Inde. Mais il choisit de rester parce que partir lui semble impossible au regard de ce qu'il a vu. Partir serait valider l'idée que l'injustice est tolérable quand elle ne vous touche pas directement. Et cette idée-là, Gandhi ne peut pas la soutenir. La campagne contre la loi électorale est la première action politique organisée de sa vie. Avec l'aide d'Abdullah et d'une poignée de volontaires, il parcourt les environs, réunit des signatures, explique les enjeux à des communautés qui n'avaient jamais eu l'idée de se considérer comme un acteur collectif. En 2 semaines, la pétition rassemble plus de 10 000 signatures. Elle est envoyée au Parlement du Natal, au gouvernement britannique à Londres, à la presse indienne. Le Times of India en parle. Le Times de Londres en parle. Le scandale devient international. La loi est votée quand même. Le rapport de force n'est pas encore favorable. Mais quelque chose de plus important s'est produit. Une communauté dispersée, résignée, habituée à se taire, a découvert qu'elle pouvait s'organiser, parler, être entendue. Et un homme qui se croyait incapable de parler en public, qui se croyait condamné à une carrière médiocre dans les coulisses de l'administration, a découvert qu'il était capable de mobiliser les autres, de transformer l'indignation en action, de faire exister sur la scène publique ceux que la loi voulait rendre invisibles. La nuit du banc froid de Pietermaritzburg ne résout rien au sens immédiat. Elle ne libère personne, ne modifie aucune loi, ne produit aucun document officiel. Elle fait quelque chose de plus discret et de plus durable. Elle transforme un homme en ce qu'il était destiné à devenir, en lui montrant, par la brutalité même de la situation, que sa vraie vie n'était pas celle qu'il avait planifiée. Ce n'est pas la dignité blessée qui le retient en Afrique du Sud, c'est la découverte que sa timidité, son honnêteté maladroite, son incapacité à défendre des causes auxquelles il ne croit pas, toutes ces qualités qui faisaient de lui un mauvais avocat, font de lui, précisément, un homme irremplaçable dans la lutte qu'il vient d'entrevoir. Il n'a pas changé. C'est le contexte qui a changé, révélant en lui ce que les salles d'audience indiennes avaient rendu invisible. Le 11 septembre 1906, le théâtre de l'Empire à Johannesburg est plein à craquer. Il n'y a pas de spectacle ce soir. La salle a été louée pour une assemblée de la communauté indienne et plusieurs milliers de personnes s'y sont empassées. Des commerçants, des artisans, des ouvriers, des femmes, des anciens. Sur la scène, un homme de 37 ans se lève pour prendre la parole. Il est petit, mince, chaussé de lunettes rondes. Il n'a rien d'imposant. Mais quand il commence à parler, la salle se fige.
Ce soir-là, Gandhi demande à son peuple de faire quelque chose que nul mouvement politique n'avait encore osé formuler avec cette netteté. Il leur demande de s'engager solennellement, devant Dieu, à ne jamais obéir à la nouvelle loi d'enregistrement que les autorités du Transvaal s'apprêtent à imposer aux Indiens. Pas à la contester devant les tribunaux, pas à signer des pétitions, à la refuser, corps et âme, et à en accepter les conséquences, l'amende, l'expulsion, la prison. La salle répond par une ovation. Cet instant marque la naissance publique de la Satyagraha, la doctrine qui définira Gandhi pour le reste de sa vie et bien au-delà. Mais avant d'en arriver là, il faut mesurer ce que furent ces 20 années africaines. Non pas comme une préhistoire héroïque, mais comme un laboratoire patient où chaque échec, chaque compromis, chaque victoire partielle a contribué à former une pensée politique d'une cohérence rare. Gandhi est resté en Afrique du Sud de 1893 à 1915. Ce séjour, commencé comme une mission d'1 an, s'est prolongé par la force des événements et par la force de sa propre volonté. Pendant 2 décennies, il a appris ce que signifie conduire un mouvement de résistance dans la durée, avec ses moments d'enthousiasme, ses crises de découragement, ses négociations difficiles et ses trahisons. La première grande campagne, celle contre la suppression du droit de vote des Indiens au Natal, avait montré que la mobilisation collective était possible. Elle avait aussi montré ses limites. La pétition avait été entendue, mais la loi avait été votée quand même. Gandhi en avait tiré une leçon fondamentale. La protestation formelle, le recours aux institutions, la bonne foi démocratique ne suffisent pas face à un pouvoir qui a décidé d'ignorer la minorité qu'il domine. Il faut trouver autre chose. Dans les années qui suivent, Gandhi organise la communauté indienne sur plusieurs fronts simultanément. Il fonde un journal, l'Indian Opinion, publié en 4 langues, dont l'anglais, qui devient pendant des années la principale tribune de la résistance indienne en Afrique du Sud. Il y écrit lui-même des articles de fond, des analyses juridiques, des récits de cas de discrimination. Ce journal est pour lui une nécessité vitale. Il pense à travers l'écriture, il y déploie une clarté que la parole publique ne lui a pas toujours accordée facilement, et il y construit peu à peu le cadre théorique de son action. C'est dans les colonnes de l'Indian Opinion qu'il lance un concours en 1906 pour trouver un nom à sa doctrine de résistance. Le terme de résistance passive, qu'on utilisait jusqu'alors, lui paraît inexact et trompeur. Pour un Européen, il évoque la passivité d'un faible face à un fort, l'absence de riposte, la résignation. Or, ce que Gandhi pratique n'a rien de passif. C'est une résistance active, délibérée, qui requiert un courage considérable. Un lecteur propose le mot Sadagraha, qui signifie approximativement la fermeté dans la bonne cause. Gandhi le modifie légèrement. Il remplace le mot signifiant bonne par celui signifiant vérité et obtient Satyagraha, l'attachement à la vérité, la force née de la vérité, l'obstination au service du vrai. Ce nom n'est pas un détail esthétique. Il révèle toute la structure intellectuelle du mouvement. Gandhi ne parle pas de justice au sens légal, ni de droit au sens constitutionnel. Il parle de vérité. Une vérité qui transcende les lois humaines et qui s'impose à la conscience de chacun. Celui qui agit en accord avec cette vérité n'a pas à craindre la loi qui lui est contraire. Il doit la désobéir, ouvertement, paisiblement, et accepter la punition qu'elle lui inflige. C'est précisément cette acceptation du châtiment qui donne au mouvement sa force morale. Elle rend l'adversaire visible comme oppresseur et le combattant visible comme homme de conviction. Gandhi formule 4 principes constitutifs de la Satyagraha. Voir l'injustice, la nommer, refuser de s'y soumettre, être prêt à en payer le prix. Ces 4 principes, il les applique lui-même avec une rigueur qui confine parfois à la provocation calculée. Avant chaque action, qu'il s'agisse d'un piquet, d'une marche, d'un franchissement de frontières interdit, il écrit aux autorités pour les informer de ses intentions. La lettre est toujours courtoise, précise et ferme. Il indique ce qu'il va faire, quand il va le faire, pourquoi il considère que la loi en question est contraire à la justice. Il donne aux autorités la possibilité de renoncer à appliquer la loi ou de l'arrêter. C'est là qu'intervient le paradoxe apparent que ses adversaires, et même certains de ses partisans, ont eu du mal à comprendre. Pourquoi prévenir ceux qui vont vous arrêter?
N'est-ce pas se condamner soi-même? Gandhi renverse cette logique. La transparence est une force, non une faiblesse. Celui qui agit dans l'ombre reconnaît implicitement la légitimité de la loi qu'il transgresse. Celui qui agit au grand jour dit autre chose. Cette loi n'a pas de légitimité, et je le démontre en la bravant publiquement, devant tous. L'arrestation n'est pas une défaite, elle est la preuve que le combat est réel. La loi d'enregistrement du Transvaal, qui oblige tout Indien de plus de 8 ans à se faire enregistrer, à fournir ses empreintes digitales et à porter sur lui en permanence son attestation, déclenche la première grande épreuve de la Satyagraha. Gandhi organise le boycott de l'enregistrement. Des piquets s'installent devant les bureaux d'État pour dissuader les membres de la communauté de se soumettre. Les autorités arrêtent Gandhi. Il ne résiste pas. Il entre dans la cellule comme il entre dans une salle de réunion, avec calme, avec méthode, comme si c'était la suite logique d'une démarche réfléchie. Il plaisante lui-même, plus tard, sur le confort relatif de cette première prison johannesbourgeoise, qui n'était guère plus austère que les conditions dans lesquelles il choisissait de vivre. Ce n'est pas de la vantardise, c'est une indication de ce que son mode de vie était déjà devenu à cette époque. Car en parallèle de l'action politique, Gandhi mène une transformation radicale de son existence privée. Avec son ami Hermann Kallenbach, un architecte juif d'origine lituanienne établi en Afrique du Sud, il fonde une communauté agricole sur un terrain que Kallenbach lui offre. Il l'appelle la ferme Tolstoï. Le nom n'est pas choisi au hasard. Depuis ses années londoniennes, Gandhi avait lu et relu Tolstoï, et c'est en voyageant de l'Inde vers l'Afrique du Sud, en 1893, qu'il avait emporté dans ses bagages Le royaume de Dieu est en vous, le grand manifeste tolstoïen de la non-résistance au mal par la violence. Ce livre l'avait bouleversé. Il y trouvait exprimées, avec la clarté d'un esprit européen formé à la tradition chrétienne, des intuitions qu'il portait confusément depuis l'enfance, formées dans l'hindouisme et dans les enseignements du jaïnisme auxquels sa mère était sensible. En 1909, Gandhi ose écrire à Tolstoï. Il se présente comme un homme absolument inconnu du conte, expose brièvement la situation des Indiens d'Afrique du Sud et demande conseil. Tolstoï, qui reçoit des centaines de lettres, est intrigué par celle-ci. Il se renseigne sur l'expéditeur, obtient des numéros de l'Indian Opinion et un exemplaire du premier livre de Gandhi. Il comprend que ce parfait inconnu est en réalité un militant politique actif et lui répond longuement. Il lui écrit que la résistance non violente est une question de la plus haute importance, non seulement pour l'Inde, mais pour l'humanité entière, et que cette forme de lutte n'est rien d'autre que l'enseignement de l'amour dans sa forme la plus pure et la plus exigeante. Gandhi reçoit la lettre quelques jours avant la mort de Tolstoï. Il n'a pas le temps de répondre. Il publie la lettre dans le prochain numéro de son journal, puis une seconde fois dans un numéro spécial célébrant une victoire de la communauté indienne. Tolstoï restera, pour lui, le maître le plus important de sa vie. La ferme Tolstoï est un espace d'expérimentation totale. On y cultive la terre, on y fabrique les meubles, on y prépare les conserves de fruits. Gandhi y applique les principes qu'il prêche. Travail manuel, frugalité, vie communautaire mêlant hindous, musulmans, chrétiens et juifs. Kallenbach et lui vivent côte à côte avec les militants, leurs familles, leurs enfants. L'égalité n'est pas un programme politique sur la ferme Tolstoï, c'est une pratique quotidienne, avec tout ce que cela implique de friction, d'ajustement et de renoncement. L'Afrique du Sud donne à Gandhi 2 victoires concrètes avant son départ. La loi d'enregistrement est finalement abrogée, après des années de résistance et de négociations. La législation qui refusait de reconnaître les mariages religieux non chrétiens, condamnant des milliers de femmes indiennes à l'illégalité, est également modifiée. Ces victoires ne sont pas totales. Elles ne changent pas le fond du système colonial. Mais elles prouvent que la satyagraha fonctionne, qu'une communauté sans armes, sans représentation politique formelle, sans alliés puissants, peut obtenir des résultats concrets en opposant à la loi injuste une résistance patiente, organisée et publique. Ce sont 20 années de formation au sens le plus profond du terme. Quand Gandhi quitte l'Afrique du Sud en 1915, il emporte avec lui non pas une théorie abstraite, mais une méthode éprouvée,
taillé dans la réalité d'une lutte longue et difficile. Il sait ce que coûte la résistance, il sait ce que la peur peut faire à une communauté et comment on peut transformer cette peur en dignité. Il sait que la transparence désarme l'adversaire plus sûrement que la ruse. Et il sait, enfin, que la parole n'a de puissance que lorsqu'elle s'adresse à quelque chose d'essentiel dans ceux qui l'écoutent. La nuit de Peter Maritzburg lui avait montré qui il était. L'Afrique du Sud lui avait appris ce qu'il pouvait faire. Un soir de 1909, à la veille d'un voyage en Inde, la maison de Gandhi est envahie de visiteurs venus faire leurs adieux. La communauté indienne d'Afrique du Sud tient à marquer l'occasion. Les cadeaux s'accumulent, des objets précieux, des bijoux en or et en pierre fine, des parures que des familles entières ont contribué à financer pour témoigner leur gratitude à l'homme qui a consacré 16 années à défendre leurs droits. Les enfants de Gandhi sont ravis. Kasturbai, son épouse, contemple avec une satisfaction visible le collier d'or qu'on vient de lui offrir en son nom propre. Gandhi observe la scène avec un malaise croissant. Il cherche comment refuser sans blesser ceux qui ont offert. Mais le problème immédiat est ailleurs. Kasturbai a décidé que le collier lui appartient et elle n'entend pas s'en séparer. Un différend éclate entre mari et femme sous les yeux des convives. Gandhi fait valoir que ces cadeaux ont été offerts en raison de son service public et que les accepter pour un usage personnel serait une forme de corruption. Kasturbai répond avec une logique implacable. Son service à elle, celui d'une femme qui a élevé leur fils, tenu leur maison, suivi son mari à l'autre bout du monde sans jamais se plaindre, mérite bien une récompense. Elle a raison, et Gandhi le sait. Il le reconnaîtra lui-même, des années plus tard, dans ses mémoires. La dispute se règle par un compromis bancal. Les bijoux sont conservés, mais Gandhi s'arrange pour en limiter l'usage autant que possible. Ce petit épisode conjugal, insignifiant en apparence, dit pourtant tout d'un homme profondément contradictoire. Un homme qui prêche l'égalité entre tous les êtres humains et qui impose à sa propre femme des règles qu'elle n'a pas choisies. Un homme sincèrement convaincu de ses principes et aveugle, parfois cruellement, à ce que ces principes coûtent à ceux qui vivent à ses côtés. La vie privée de Gandhi est le territoire le plus complexe de son existence, et sans doute le plus mal compris. Pour saisir ce qu'il y vit, il faut remonter à la décision qu'il a prise en 1906, l'année même où il prononce son premier grand discours au Théâtre de l'Empire à Johannesburg. Cette année-là, après la naissance de leur quatrième fils, Gandhi annonce à Kasturbai qu'il renonce définitivement aux relations sexuelles. Ce vœu de brahmacharya, de chasteté absolue, qu'il prononce sans concertation préalable avec son épouse, il le tiendra jusqu'à sa mort. Les époux continueront de vivre ensemble, de voyager ensemble, de traverser ensemble les épreuves de la lutte politique. Mais ils dormiront dans des lits séparés. Pour comprendre cette décision, il faut la replacer dans le contexte de la pensée religieuse de Gandhi. La brahmacharya n'est pas, dans la tradition hindoue, une punition ni une mutilation de soi. C'est une forme de maîtrise, la redirection de l'énergie vitale vers des fins spirituelles et sociales. Gandhi est convaincu que cette énergie, libérée du désir sexuel, peut être mise au service de la lutte, de la méditation, de l'action collective. Il n'est pas le premier penseur ni le premier militant à avoir développé cette conviction. Tolstoï lui-même, qu'il vénère, avait exploré des idées similaires dans la Sonate à Kreutzer. Mais il y a autre chose, plus difficile à démêler. La nuit de la mort de son père, cette nuit où il avait quitté le chevet du mourant pour rejoindre sa femme, n'a jamais cessé de le hanter. Dans son autobiographie, il revient à cet épisode avec une insistance qui trahit la profondeur de la blessure. Le désir lui apparaît, à la lumière de ce souvenir, comme une force qui détourne l'homme de ce qui compte vraiment, le devoir, la présence, le sacrifice. Cette association entre le désir et l'absence, entre la chair et la faute, colore toute sa pensée sur le corps et sur la sexualité. Elle ne l'excuse pas, mais elle l'éclaire. Car les conséquences de cette philosophie sur les personnes qui l'entourent sont réelles et souvent douloureuses. Kasturbai subit les décisions de son mari avec une patience que ses contemporains ont souvent admirée, mais qui s'accompagne de moments de résistance ferme, comme cette dispute au sujet du collier,
qui montre que sa soumission n'est pas totale ni inconditionnelle. Elle a suivi Gandhi partout, en Angleterre, en Afrique du Sud, dans les différents ashrams indiens, sans jamais avoir été véritablement consultée sur les grandes orientations de leur vie commune. Elle a partagé sa prison. Elle mourra, en 1944, dans une cellule de la prison de l'Aga Khan, où les autorités britanniques ont enfermé son mari et où elle l'a rejoint. Gandhi sera à son chevet cette fois-là. Il ne manquera pas ce rendez-vous. Les fils, eux, portent les marques d'une paternité qui n'a jamais su trouver son équilibre entre les exigences de l'engagement public et les besoins de l'existence privée. Gandhi a 4 fils, Harilal, Manilal, Ramdas et Devdas. Aucun d'eux ne reçoit ce qu'on pourrait appeler une éducation normale. En Afrique du Sud, les écoles pour blancs leur sont fermées. Les écoles chrétiennes missionnaires ne lui conviennent pas. Gandhi tente tour à tour des gouvernantes, des précepteurs, des internats, une école qu'il organise lui-même à la ferme Tolstoï. Le résultat est une formation lacunaire et hétéroclite, qui laisse ses fils adultes avec le sentiment amer d'avoir été sacrifiés sur l'autel des convictions paternelles.